Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de stress pendant la semaine? Je vous comprends. Maintenant, il est temps de se détendre sur la plage et d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, rien ne vous oblige à prendre des notes. Je vous parlerai de choses intéressantes, simplifiées. Pour une meilleure relaxation, éteignez vos notifications, utilisez vos écouteurs ou casques audio et fermez les yeux. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 tempéraments de la personnalité de Claudius Galen et de la théorie de la personnalité de Gordon Allport. Après la vidéo, faites-moi savoir dans les commentaires quel est votre tempérament personnel. Je suis très curieuse. Le concept des 4 tempéraments a été établi par le philosophe et médecin romain Claudius Galen, qui l'a basé sur la théorie grecque antique de l'humorisme, qui tentait d'expliquer le fonctionnement du corps humain. Les racines de cette théorie sont établies sur l'idée que toutes les choses sont des combinaisons des 4 éléments de base: terre, air, feu et eau. Hippocrate, le père de la médecine, a développé un modèle médical selon lequel les qualités des 4 éléments se retrouvent dans 4 fluides correspondants qui affectent le fonctionnement de notre corps. J'espère que tu te sens bien. J'aime vraiment m'asseoir au bord de la plage. Les vagues sont si apaisantes. Quoi qu'il en soit, 500 ans plus tard, Galen a vu le lien direct entre les niveaux des fluides dans notre corps et notre comportement, notre tempérament. Sur cette base, il a établi les 4 tempéraments: sanguin, flegmatique, colérique et mélancolique. Le tempérament que vous avez est déterminé par l'équilibre des fluides dans votre corps. Laissez-moi vous présenter un peu plus les 4 tempéraments. Tout d'abord, nous avons le mélancolique. Le mélancolique est calme, hypersensible, peu sociable, pessimiste et sérieux. Il peut s'agir par exemple de la personne qui se tient dans le coin de la pièce lors de certains événements sociaux. La personne mélancolique peut aussi avoir l'air triste, effrayé ou même souvent déprimé. Le mélancolique n'exprime pas fortement ses opinions et ses réactions à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il vit tout très profondément. Ce sont aussi des personnes très poétiques et artistiques. Le deuxième type est le flegmatique. Les flegmatiques sont prudents, cohérents, rationnels, lents et souvent timides. Ils savent comment gérer les émotions et garder leur calme. C'est pourquoi on leur dit qu'ils sont de bons patrons. Ils ne sont pas frappés aussi fortement par les expériences émotionnellement désagréables, mais ne s'enthousiasment pas non plus pour les expériences agréables. Le flegmatique prend les choses comme elles sont, reste calme et n'implique pas souvent les émotions. Le type suivant est le colérique. Les colériques sont décrits comme énergétiques, impulsifs, agités et passionnés. Même s'ils peuvent être agressifs, ils sont fiables et constants dans leurs opinions et leurs valeurs. Les colériques vivent tout très profondément et rapidement. Ils aiment les défis et ont souvent tendance à être des bourreaux de travail. Le dernier type est le sanguin. Les sanguins sont des personnes très sociables,
accessible, optimiste, confiante et joyeuse. Ils se sentent bien entourés d'autres personnes et ils sont très bavards et amicaux. Cependant, ils ont tendance à être émotionnellement instables, égoïstes et changent souvent d'avis. Les sanguins commencent souvent de nouveaux projets qu'ils ne terminent pas. Ils ont des problèmes de concentration. D'un autre côté, ils sont très créatifs et dramatiques, ce qui en fait de bons acteurs, de bons conteurs et de bons animateurs. Ok. Alors, avez-vous une idée du type de personne que vous êtes ? Je pense qu'il est possible que tu te sois trouvé dans plus d'un type. En fait, c'est aussi mon cas. Cependant, selon Galen, si vous avez des problèmes de tempérament, cela est dû à un déséquilibre des fluides. Il affirmait que cela pouvait être guéri par un régime alimentaire et de l'exercice. Ces idées sont restées très populaires jusqu'à l'époque de la Renaissance, où les gens ont commencé à s'appuyer sur de meilleures recherches. Bien que ses travaux médicaux aient été discrédités par la suite, il a influencé les psychologues du XXe siècle. Son idée, selon laquelle les maladies physiques et mentales sont liées, constitue la base de certaines thérapies du monde moderne. Maintenant, nous allons parler de la théorie de la personnalité. Cette théorie a été établie par un psychologue américain, Gordon Allport, au XXe siècle. Il a dit une citation intéressante sur la psychologie. Les gens sont occupés à diriger leur vie vers l'avenir, alors que la psychologie, pour la plupart, est occupée à la retracer dans le passé. Personnellement, il n'aimait pas que la psychologie se concentre autant sur le passé de la personne et ignore ses contextes et motivations actuelles. Tout au long de son travail, il a mis l'accent sur le présent plutôt que sur le passé. La principale conviction d'Allport était que le caractère unique de chaque individu et sa personnalité sont largement basés sur les relations humaines. Allport et son collègue ont établi une hypothèse appelée hypothèse lexicale. L'idée était que les différences individuelles s'expriment par le biais d'une langue et que plus la différence est importante, plus elle a de chances d'être exprimée par un seul mot. Ils ont donc pris les dictionnaires anglais disponibles à l'époque et ont trouvé 18 000 mots décrivant la personnalité. Ils ont réduit cette liste à 4 500 mots qu'ils considéraient comme des traits de personnalité observables et également stables. Imaginez un peu que vous fouillez dans les dictionnaires où vous ne pouvez appliquer aucun filtre comme vous le feriez dans la version en ligne. C'était un travail difficile. Sur la base de son analyse, il a défini 3 catégories de traits, cardinaux, communs et secondaires. Les traits cardinaux sont les plus rares, mais aussi les plus dominants. Ils influencent la vie d'une personne de manière consciente et inconsciente. Ils sont très étroitement liés à la personnalité. Dans certains cas, la personne devient même un synonyme du trait de caractère. Par exemple, Mère Teresa est fortement liée au fait d'être philanthrope, ou Albert Einstein est un symbole de génie. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez appelé quelqu'un Einstein parce qu'il avait trouvé une idée incroyable. Les traits communs sont des caractéristiques générales que l'on retrouve chez la plupart des gens, comme l'honnêteté. Ces traits façonnent également notre comportement, mais pas aussi fortement que les traits cardinaux. Selon Allport, ces traits sont largement influencés par la façon dont nous avons été élevés par nos parents. Ces traits sont communs à de nombreuses personnes au sein de certaines cultures. Allport affirme qu'avec le temps, ces traits peuvent atteindre une autonomie fonctionnelle, ce qui signifie que nous commençons à faire quelque chose pour une raison donnée, mais que nous continuons à le faire pour une autre raison.
Cela s'explique par le fait que nos motivations actuelles ne dépendent pas du passé. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Un jeune homme commence à apprendre à jouer de la guitare pour séduire la fille qu'il aime. Mais il continue à apprendre même après l'avoir séduite parce qu'il veut maîtriser ses compétences et mieux comprendre la musique. La façon dont nous pensons aujourd'hui n'est qu'indirectement affectée par notre passé. La troisième catégorie de traits est celle des traits secondaires. Ces traits ont beaucoup moins d'influence sur nous. Ils ne sont actifs que dans certaines situations. Cela dépend du contexte de la situation. Par exemple, avoir peur avant de monter dans un avion. Cette catégorie est très individuelle pour chacun d'entre nous. Selon Allport, notre comportement est influencé par des forces internes et externes. Les forces internes décident de la manière dont nous percevons les différentes informations et dont nous les utilisons pour interagir avec le monde extérieur. Les forces externes déterminent la manière dont nous acceptons notre environnement et dont nous permettons aux autres d'influencer notre comportement. Par exemple, un autre psychologue américain, Raymond Cattell, pensait que pour comprendre la personnalité d'une personne, nous devions examiner un nombre beaucoup plus important de traits. Il a recueilli des données auprès d'un éventail de personnes par le biais de 3 sources différentes. Les données L, appelées données de la vie, le comportement naturel et quotidien. Des informations telles que les notes scolaires, les absences au travail, etc. Les notes Q, il s'agit d'un questionnaire spécial qui contient 160 questions destinées à évaluer votre personnalité sur la base de votre comportement et de vos sentiments. Les données T, données expérimentales, il s'agit des réactions à des situations standardisées. Il a analysé les données à l'aide d'une technique mathématique appelée analyse factorielle, afin de déterminer quel type de comportements ont tendance à être regroupés chez les mêmes personnes. Il a ainsi identifié 16 traits de personnalité communs à tous les individus. Il a fait la distinction entre 2 types de traits, les traits de surface et les traits de source. Les traits de surface sont ceux qui sont facilement visibles par les autres, tandis que les traits de source ne peuvent pas être vus aussi facilement par les autres. Selon lui, les traits sources sont plus importants pour identifier réellement la personnalité d'une personne. C'est tout pour le moment. J'espère que vous vous êtes détendu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère que cela vous aidera à comprendre un peu mieux le comportement des autres et peut-être aussi le vôtre. Si vous voulez vous détendre et en apprendre davantage, regardez la vidéo que vous voyez maintenant à l'écran. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé le livre intitulé Book of Psychology, publié par Deka. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Passez une bonne journée.